Bonjour et bienvenue sur Africa Tech Rising, votre podcast de référence pour un aperçu exclusif de l'écosystème technologique en Afrique francophone. Bonjour Zonda, comment tu vas? Bonjour Mélissa, je vais très bien. Et toi, ça va? Ça va bien, merci. Je suis super heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi sur le podcast Africa Tech Rising. Ça faisait un petit moment que je voulais discuter avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Moi, je m'appelle Zonda Poutine, comme tu l'as dit tantôt, et je dirais que je suis un entrepreneur sur le digital. Plus ou moins, ça a fait peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, et que j'ai commencé ma carrière dans le marketing digital. Mais ma curiosité et l'ambition de connaître plus sur le digital et m'épargner de façon financière m'a permis m'a reconduit sur le Bitcoin. Et en 2017, quand je suis retombé sur le Bitcoin, j'ai commencé à faire des recherches comme tout le monde pour mieux comprendre la technologie et tout ça. Et ce qui m'a aidé de mieux comprendre la technologie, Bitcoin, blockchain, crypto, c'était parce que j'avais un background en ingénierie informatique. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre l'utilité et l'importance du Bitcoin. Euh, mais je me suis fait un acquis en 2017, pour quelques mois, peut-être 3, 4 mois comme ça, que j'ai voulu investir dans le Bitcoin. Ça m'a un peu découragé. Donc, c'est jusqu'à fin 2018, début 2019, que j'ai commencé vraiment à être actif dans la communauté Bitcoin crypto parce que je me disais que il y a un avenir prometteur dans ce secteur qui peut me permettre non seulement d'être financièrement stable, mais aussi aider d'autres personnes à voir la finance, l'économie d'une façon très différente. C'est quelque chose qui me passionnait vraiment, mais je n'avais pas les outils ou bien l'outil adéquat pour entrer dans cette type de métier, quoi. Donc, en 2019, j'ai commencé à lire beaucoup, faire beaucoup de recherches sur Bitcoin. Après, j'ai commencé à publier ce que dans mes recherches parce que c'est très contagieux quand tu comprends l'économie, l'inflation, euh, comment est-ce que l'argent est fabriqué, le fonctionnement de l'argent qu'on utilise chaque jour. Et tu commences à te poser beaucoup de questions, mais waouh! Donc, j'étais là, j'utilise l'argent depuis, mais je connais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne. Je ne connais pas pourquoi on a payé pourquoi on a pris un billet de papier, argent et des trucs comme ça. Et lorsque tu commences à comprendre mieux, tu te poses beaucoup de questions petites et tu es souvent surpris des réponses ou bien de ce qui apparaît. Et du coup, tu te demandes la question, est-ce que je suis seul dans cette perspective de recherche ou bien dans ce ou bien dans cette façon de voir les choses, ou bien je suis seul. Et du coup, tu commences maintenant à vouloir créer des conversations. Et c'est comme ça que on a fini par créer une plateforme qui s'appelait le temps Blockchain for Everyone. Blockchain for Everyone, c'était chaque samedi, on faisait les webinaires pour parler du Bitcoin, de la crypto, ou bien et de l'argent en général à des personnes qui étaient intéressées. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une opportunité d'embauche dans une entreprise qui vend et achète des bitcoins qui étaient Paxful. Et en même temps que j'étais éducateur bitcoin et tout mon background, comme j'ai dit tantôt, marketing, digital, technologie, a permis maintenant de, d'avoir cette opportunité d'embauche qui m'a permis d'être, j'étais senior marketing associé pour Afrique francophone. Donc, ça me permettait vraiment de voyager. Donc, ma passion sur le Bitcoin s'est reconvertie sur quelque chose qui est payante. Donc, je suis passionné du Bitcoin, je suis éducateur. En même temps, je fais l'éducation Bitcoin. Je promouvoir une entreprise qui fait dans l'éducation du Bitcoin. Et eux, ils me payent pour ça. Et là, j'ai vu ça comme quelque chose de très, très intéressant et que peut-être beaucoup d'autres personnes peuvent être intéressées par
développement de carrière, quoi. Donc, en marchant maintenant avec l'entreprise pour parler du Bitcoin à plusieurs personnes, j'ai constaté que en Afrique, il y a une forte gap. Donc, il y a un vide en termes de connaissances en ce qui concerne le Bitcoin. Et là, une autre façon de travailler, c'est mettre en moi. J'ai plutôt accéléré et plutôt approfondi ma passion, la recherche et tout. Et depuis peut-être 5 ans, comme ça, que je fais tout ce que je fais est lié soit Bitcoin, soit blockchain, l'éducation, le consulting, business, développement de business, chef produit, des trucs comme ça. Et tout ça est lié au Bitcoin. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu es un entrepreneur du digital. Tu as découvert Bitcoin donc en 2017 et à partir de là, comme pas mal de personnes, tu as essayé de comprendre, mais en fait, c'est quoi? Et du coup, grâce à ton parcours en engineering, eh bien, ça t'a permis de comprendre de manière plus profonde ce qu'est le Bitcoin. Et tu as pu du coup être actif sur la scène et travailler pour des entreprises en Afrique francophone. Et maintenant, tous les jours, tu respires et tu expires le Bitcoin, si je comprends bien. Mais ce que je trouve intéressant avec ton profil, c'est que pour toi, finalement, Bitcoin, ce n'est pas juste, voilà, une crypto-monnaie ou un moyen de faire de l'argent. Il y a vraiment des réflexions, plus profondes, comme tu le disais là tout à l'heure. Mais en fait, comment l'argent est imprimé? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça peut venir, remettre en question pas mal de choses? Et ça, c'est vrai, je trouve ça vraiment super intéressant. Et mais avant de parler en profondeur du côté un petit peu plus philosophique, du Bitcoin, donc une des raisons pour laquelle, on est là aujourd'hui, c'est aussi pour, parler de ton livre. Tu as créé un livre, Bitcoin, for Kids, Digital Literacy et moi je trouve ça absolument fabuleux parce que, bon des livres sur le Bitcoin, il y en a plein, mais pour adultes et puis des fois c'est même pas du tout clair, même quand c'est pour adultes. Et là, tu as eu l'audace non seulement de créer un livre, pour les enfants, mais c'est un livre coloré, tout en couleurs et qui vient finalement expliquer, aux enfants donc j'ai pas eu l'occasion de lire ton livre, mais de ce que tu m'en as parlé, qui vient expliquer aux enfants ce qu'est le Bitcoin et en fait, tu veux venir apporter une éducation financière à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes finalement parce que souvent, on a besoin qu'on nous explique comme des enfants. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton livre et comment ça t'est venu l'idée? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Ce qui m'a inspiré d'écrire le livre, c'est mon fils. Mon fils, il a 4 ans aujourd'hui. Et lorsqu'il était, je pense, 1 an, 1 an, presque 2 ans comme ça, et je travaillais sur ma machine, je pense que c'était en 2020, si je me trompe, 2021, si je ne me trompe pas. Et il est venu à côté de ma machine, il a vu le logo du Bitcoin parce que je faisais un rapport pour un travail que je voulais entamer. Il m'a demandé que papa, c'est quoi? Je lui ai dit que c'est Bitcoin. Il a dit, Bitcoin, c'est quoi? Je lui ai dit monnaie digitale. Il me regarde et il part. Et rappelle-toi que quand je disais tantôt que je travaille qu'avec les entreprises qui font les bitcoins et que je faisais l'éducation à des adultes. Et pas mal des adultes me demandaient des questions. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer le bitcoin comme si j'étais un enfant? Donc, lorsque je vois sa réaction après la question qu'il m'a posée, moi, je me dis, bah, peut-être c'est le moment de créer quelque chose qui est peut-être en même temps qui va éduquer les enfants, qui est fait pour les enfants, et en même temps, ça va aussi éduquer les adultes qui veulent comprendre le Bitcoin de façon simple. Parce que je me rappelle une fois, quand je voulais apprendre la langue espagnole, quand je voulais apprendre l'espagnol, quelqu'un m'avait conseillé que la meilleure façon d'apprendre l'espagnol, c'est de lire les livres de la CIL, donc en espagnol. Donc, je commence par les basiques, donc la fondation. Donc, est-ce que c'est la même perspective ou bien la même façon que j'ai amené dans le Bitcoin? Parce que beaucoup de personnes me disent chaque jour que c'est trop complexe, la technologie et tout ça. Donc, j'ai pris cette initiative de créer ça comme ça. Moi, dans un premier temps, je pensais, je t'écris, donc écrit avec les textes, mais les textes courts, des concepts de Bitcoin vraiment chiffrés et compréhensibles. Donc,
quand tu ouvres le livre, par exemple, tu ne vois pas beaucoup de texte qui va te créer un épaillé, des trucs comme ça. Et moi, je me suis dit non, mais les enfants ne pourraient pas simplement être intéressés par les textes. Il faut ajouter quelque chose qui va les pousser à imaginer. Donc, juste regarder les images et des trucs comme ça va faire en sorte qu'un enfant va voir le livre, juste la couverture du livre, va dire, maman, papa, je vais le livre, là, je vais voir ce qui est dedans et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la fusion avec les textes et les images. J'ai dû contacter un BDiste qui a fait un travail merveilleux sur ma direction et c'est sorti comme cela. Donc, il y a, il y a deux sources d'inspiration. Il y avait une inspiration des adultes qui me demandaient beaucoup de questions sur la complexité de Bitcoin et la malcompréhension. Et du coup, mon fils était l'élément déclencheur de ce projet. C'est une belle histoire en tout cas et je te félicite encore pour, le lancement de ton livre. J'espère que je pourrai peut-être un jour le commander, le voir, on sait jamais pour, justement que les enfants lisent. Mais maintenant, pour les auditeurs qui sont, il y a probablement pas mal d'auditeurs qui sont déjà familiers avec le Bitcoin, mais si tu devais nous expliquer comme si nous étions des enfants, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Qu'est-ce que tu nous raconterais comme histoire? Le Bitcoin, c'est comme une pièce dorée qui peut être transférée partout dans le monde entier sans toutefois avoir l'intercession des banques ou bien des tierces parties. Et que pour mieux comprendre ou bien pour mieux voir l'importance du Bitcoin, c'est que quand tu transfères une pièce d'or à quelqu'un, c'est comme, ça devient, c'est comme quelque chose qui est physique en même temps virtuel. Donc, une pièce dorée physique, mais qui est maintenant virtuelle, qui te permet de transférer à qui que tu veux dans le monde entier sans avoir une intersection des banques ou bien des, des tierces parties. Je peux tous les mélanger dans un même seul course. Donc, ça te permet de regarder le monde comme une petite village. Donc, Internet est venu nous donner la possibilité ou bien le pouvoir de se connecter ou bien de parler, d'interagir avec des personnes qui sont très loin de nous et que c'est comme si la personne était très proche de nous et à partir de nos outils d'ordinateur. Maintenant, il y a quelque chose qui s'ajoute sur Internet qui est l'échange de la valeur. Donc, quand toi et moi, on est en train de discuter actuellement, je peux dire que, OK, pour rendre notre discussion plus peut-être valeureuse, je peux dire que, OK, envoie-moi ton wallet ou bien moi ton QR code de ton wallet, je t'envoie une pièce dorée digitale. Donc, je te transfère le Bitcoin. C'est comme ça que la valeur se transfère. Juste comme toi et moi, on est en train de causer, tu peux être très, très loin de moi, mais tu es si proche. Donc, le Bitcoin permet à ce que quelqu'un qui est très loin de toi devienne si proche et que tu peux envoyer à la personne quelconque la valeur que tu détenais. Donc, c'est un peu ça. Finalement, comment tu le décris, j'ai l'impression que c'est un peu une pièce magique. Elle est libre de voler où elle veut. Tu sais, il y a l'emoji là avec un billet avec des ailes. Finalement, le Bitcoin, c'est un peu cette pièce dorée avec des ailes et puis elle peut voler partout. Alors que normalement, tu es obligé de passer par des grosses cases qui veulent dire banque et intermédiaire financier. Mais là, c'est une pièce qui vole librement. Ouais. Une pièce dorée qui a été convertie en virtuel. Donc, une pièce dorée virtuelle. Ouais, c'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore. Et j'arrive bien à me l'imaginer en tout cas. Hem, alors selon toi, pourquoi c'est vraiment crucial, même si ça paraît peut-être évident, mais pour certaines personnes, ça ne l'est peut-être pas, pour des personnes qui sont encore plus trop peut-être, je sais pas si c'est trop, mais conditionnées dans le système, monétaire, actuel et qui se posent pas forcément des questions sur, comme tu le disais, comment l'argent est créé, est-ce que ça a du sens et cetera et selon toi, pourquoi il est en fait crucial d'enseigner aux enfants des systèmes, alternatifs des systèmes financiers alternatifs comme le bitcoin et comment ça peut les influencer à penser différemment pour l'avenir? Oui, pour
pour les enfants, je pense que le Bitcoin est très, très important parce que nos enfants aujourd'hui ils sont ouverts à la technologie et le monde devient de plus en plus digital. On va arriver dans un futur proche, peut-être on ne touchera plus des billets d'argent, toutes ces virtuelles. Que comme le monde est en train de suivre la voie, car c'est très important de donner ou bien de donner les armes qui vont permettre à ces enfants de véhiculer de façon euh, stratégique, de façon intelligente, comment exploiter ces outils digitaux au lieu que d'avoir le contraire ou bien l'inverse. Parce que si on n'éduque pas, si on ne donne pas les directions, mon enfant va grandir, quand il va être mature, il va entrer dans ce monde sans toutefois rien connaître. Il va peut-être se prononcer, il va être peut-être l'une des personnes qu'on va vraiment arnaquer. Il va être l'une des personnes que peut-être il va peut-être faire un investissement qui ne fallait pas parce qu'il manque d'éducation en amont. Et peut-être troisième chose, peut-être il ne connaîtra pas la valeur d'épargne. Il ne connaîtra pas la valeur d'épargner l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de dire que l'argent, n'est pas juste avoir peut-être un billet ou bien faire une transfert d'argent à quelqu'un. Mais l'argent, c'est toute une philosophie, une façon de penser. L'argent, c'est de penser que si aujourd'hui, je prends une décision aujourd'hui, dans 5 6 ans, comment est-ce que la décision que j'ai prise aujourd'hui peut m'affecter? Ça peut affecter qui est proche de ma vie. Donc, tout ça prend en compte aussi l'économie. Et l'économie, c'est l'argent. Donc, chaque décision qu'on prend a une relation directe ou indirecte avec l'argent. Donc, l'enseignement maintenant de Bitcoin, qui est le futur du digital et de l'argent, va donner le pouvoir et les armes à la nouvelle génération de mieux exploiter cette technologie pour des profits positifs au lieu que le contraire. Finalement, quand tu y penses, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, à l'école, on m'a pas enseigné, pourtant j'ai fait pas mal d'années d'école, mais on m'a pas enseigné, comment gérer son argent, qu'est-ce que c'est l'argent, comment faire pour s'en sortir avec l'argent. Tout ça, en fait, on le reçoit pas, toute cette éducation à l'école et puis c'est seulement une fois que tu es adulte où tu te dis: «Ah bah, tiens, je vais peut-être acheter des livres sur le sujet pour, te démontrer comment investir ou comment mieux gérer son argent, comment économiser» et cetera. Mais c'est vraiment dommage, que c'est pas enseigné dès petits parce que on le voit bien que dès petits, c'est là que ça rentre et c'est là qu'on peut prendre des bonnes habitudes et ne pas attendre à l'âge adulte de prendre des mauvaises habitudes financières pour finalement se dire: «Ah bah non, bah là, il faut que j'achète un livre parce que ça va pas du tout». Donc c'est vraiment super important et au final sur ce point de vue philosophique, comme tu le disais, si on va vraiment au cœur du sujet, pourquoi tu penses que le bitcoin, c'est important, selon toi? Le Bitcoin, pour l'Afrique en particulier, le Bitcoin est très, très important parce que le Bitcoin donne une opportunité aux Africains d'être autonomes, premièrement, et deuxièmement, la liberté financière. Troisièmement, ça ouvre la porte à l'entrepreneuriat. Donc, et ça donne un terrain très, très positif pour promouvoir une économie locale. Et en plus de cela, moi, la plus importante caractéristique de Bitcoin que je vois jusqu'aujourd'hui, c'est le pouvoir de combattre l'inflation et la dévaluation de la monnaie traditionnelle. Donc, vous le savez très bien qu'en Afrique, il y a toujours les dévaluations, même si c'est pas par l'inflation, c'est pas par manipulation individuelle des dirigeants ou bien des gouvernements africains. Donc, le Bitcoin nous protège contre cette inflation ou bien la dévaluation monétaire traditionnelle. Maintenant, là, on parle du bitcoin, mais est-ce que tu es d'accord que les mêmes principes s'appliquent pour, les autres crypto-monnaies plus établies? On parle pas forcément des crypto-monnaies qui sont ultra volatiles et qui sont simplement dans un but de, gambling.
mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup plus établies et on voit par exemple tout ce qui est stablecoin où c'est basé sur l'US dollar ou l'euro. Est-ce que tu penses qu'il y a le même intérêt ou que finalement ces stablecoins voilà, ces monnaies stables en étant basées sur des monnaies déjà comme le dollar, on sort de ce contexte philosophique de base qui est le Bitcoin, qui est cette petite pièce dorée qui peut voler n'importe où à l'envie. Est-ce que finalement, tu penses que les monnaies qui sont basées sur, qui sont donc pas volatiles, les crypto-monnaies qui sont pas volatiles, qui sont basées comme sur l'US dollar, est-ce qu'on sort finalement de ce concept philosophique de base du Bitcoin ou est-ce que c'est quand même valable? Oui, je pense que c'est très valable dans la communauté ou bien dans l'industrie de la blockchain en général, parce que avec des bons d'expérience et de ce que je connais déjà dans le marché, avec les stablecoins en particulier comme USDT, ils ont des réserves, donc des réserves qui prouvent que même si les stablecoins que vous avez dans votre wallet se perd, l'entreprise est capable de vous remettre ce que vous avez perdu. Donc, si la technologie a un faille, peut prendre ces réserves et il vous remettre votre argent. Et je pense que USDT s'est montré de façon très, très transparente durant les peut-être cinq dernières années. Et je pense que les stablecoins sont très importants aussi parce que, disons que le Bitcoin est en chute euh, dans un temps précis et que tu es en train de vouloir effectuer un achat. Donc, en faisant cet achat et que le vendeur réalise que si vous avez envoyé 100 francs, par exemple, et il voit que peut-être il a 98 francs, un truc comme ça, et ça peut causer des problèmes. Donc, c'est pour ça que c'était beaucoup vient pallier à cela. Oui. Et c'est vrai que on utilise le Bitcoin pour pour, pour acheter ou bien faire les achats ou faire les échanges et tout. C'est très, 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 très bon. Mais quelqu'un qui est en train de faire du business, du commerce, a besoin de voir son argent toutefois sans bouger de temps en temps. Donc, c'est pour ça que le stablecoin vient pallier à ce problème spécifique. Et ça permet maintenant aux vendeurs après avoir vendu, en rentrant peut-être à la maison, je peux prendre peut-être 50% du profit de ce que j'ai vendu aujourd'hui ou bien à la fin de la semaine, à la fin du mois, je le convertis, je le mets en Bitcoin pour que ça peut être comme un réserve qui, qui accroît de la valeur au fil du temps. Finalement, le Bitcoin et les stablecoins et d'autres crypto-monnaies qui sont plutôt stables, c'est un moyen de pallier, je reviens sur ce que tu disais avant, les aspects bénéfiques. C'est un moyen de pallier pour les populations dans des économies vraiment très instables où du jour au lendemain, les monnaies peuvent se dévaluer énormément. Donc, c'est valable dans certains pays sur le continent africain, mais c'est aussi valable dans certains pays d'Asie, en Amérique du Sud. C'est vraiment un moyen de survie, mais c'est aussi un espoir parce que finalement, il y a d'autres solutions autres que ce que le gouvernement décide, quoi. Exactement. Et donc, toi, tu as principalement travaillé en Afrique francophone. Quels sont les obstacles que tu as vus pour l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies? Est-ce que c'est les scams? Du coup, les gens ont peur? Est-ce que c'est le manque d'éducation? Mais aussi, est-ce que il y a des limitations et des obstacles vraiment physiques du genre, comment est-ce que j'acquéris ce type de crypto-monnaie? Je pense que principalement les obstacles pour quelqu'un qui ne se connaisse pas dans le domaine, c'est toujours lié à la compréhension technique et la volatilité du Bitcoin. Mais très souvent, ce qu'on fait pour des filles, on inspire la personne à s'informer et prendre des formations. Donc, parce que pour mieux comprendre le monde du Bitcoin, tu ne peux pas échapper à la formation. C'est de la même façon que la monnaie judiciaire. Je pense que si beaucoup de personnes prenaient le temps de comprendre le fonctionnement du billet ou bien de la monnaie fiduciaire qui est en circulation actuellement, c'est que beaucoup de personnes vont commencer la révolution demain matin. Vous comprenez? Donc, la formation
te permet de faire tes propres décisions, de prendre tes propres décisions et te dire, OK, bah, je vais peut-être investir ton Bitcoin un tel pourcentage de mes revenus, ou bien je vais faire comme ça, faire comme ça. Ça dépend maintenant de toi, ça dépend de tes objectifs financiers, ça dépend de où tu veux aller. Donc, c'est très important pour avoir la formation. Et la formation te permet aussi de savoir comment utiliser le Bitcoin bien plus qu'un outil financier. Par exemple, le Bitcoin m'a permis de regarder le monde avec moins d'hésitation. Parce qu'avant, on se demandait beaucoup de questions. Je travaille, je gagne de l'argent chaque mois, mais au fil du temps, je constate que peu importe l'énergie ou bien la capacité ou bien les compétences que j'ai, quand je gagne de l'argent, ça perd toujours sa valeur. Pourquoi je vais prendre le temps, peut-être aller à l'école pour étudier, pour accroître certaines compétences, mais la valeur de ce que je produis ne correspond pas à la valeur de ce que je gagne au fil du temps. Donc, quand on commence à se poser des questions critiques comme ça nous permet de regarder les choses d'une autre manière et de commencer à chercher les alternatives. Et on tombe très souvent sur la solution qui est Bitcoin. Parce que non seulement si je garde peut-être 100 000 francs aujourd'hui, si je prends 100 000 francs dans mon compte bancaire au Cameroun et j'épargne 100 000 francs en Bitcoin, dans 4 ans, si peut-être un iPhone qui était peut-être 100 000 francs aujourd'hui, 4 ans après, peut-être j'aurais besoin de 120 000 francs pour avoir le même iPhone. Parce que le pouvoir d'achat de mes 100 000 francs se baisse au fil de 4 ans. Mais avec 100 000 en Bitcoin, je pourrais acheter peut-être un iPhone plus avancé que ce qui existait 4 ans plus tôt. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de, de, d'inspirer dans certaines personnes qui sont intéressées à comprendre ou bien qui sont intéressés à comprendre le Bitcoin. Parce que si on ne touche pas ce qui fait mal, rien ne va changer. Et que 90% et même plus, 95%, je dirais, des Africains, surtout les jeunes, ont le même problème. Donc, quand tu touches ces points sensibles, la personne devient plus attentive, plus intéressée. Il va te demander beaucoup de questions à savoir. Donc, maintenant, on est plus sur la technologie, bien sur la volatilité. Ils ont commencé à se faire au début. Maintenant, on est sur quelque chose qui est plus philosophique, qui est plus moral, si je peux dire comme ça. Et que la personne devient très, très intéressée, commence à te demander des questions. L'argent, c'est quoi? Quelle est la généalogie de l'argent? Comment est-ce on est ici? Pourquoi Bitcoin? Pourquoi la technologie? Pourquoi Internet? Et quand on demande beaucoup de questions, on arrive à comprendre et on arrive à un niveau où on se dit comme, bah, peut-être j'étais très loin de rien parce que toutes ces choses se passaient devant moi, mais c'était inaperçu. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à décrire cet aspect qu'on est en train d'enseigner le Bitcoin sur la sous-région Afrique francophone et le continent en général. C'est un très bon point que tu soulèves ici. Finalement, le Bitcoin et les crypto-monnaies, malgré la volatilité, qui reste l'élément qui fait le plus peur, c'est aussi, c'est aussi un espoir en fait d'avoir un meilleur futur et d'avoir finalement, comme tu disais, si je vais travailler, mon travail il va jamais vraiment être évalué à la hausse. Tu peux avoir une augmentation de salaire, mais bon, ça va pas être non plus la vraie valeur de ton travail. Même si, bien sûr, les gens vont te dire: «Bah, tu as qu'à mieux gagner» et cetera. Mais à la fin de la journée, si on réfléchit vraiment, on n'est jamais payé assez pour la valeur de notre travail parce que notre temps sur terre, il est limité et enfin, je veux dire, le temps est tellement précieux que si tu fais pas réellement le travail, qui te tient à cœur ou ce que vraiment tu as envie de faire, forcément que tu seras jamais assez payé, peu importe, combien on te paye. Et puis cet aspect évidemment aussi d'économie, quand tu mets tes économies à la banque et que tu vois,
que tu gagnes juste quelques centimes ou peu importe la monnaie. En plus, à la fin de l'année, tu te dis, mais en fait, enfin, c'est ridicule et je trouve que l'idée que tu véhicules, c'est cette idée d'espoir, d'avoir un futur meilleur et de pouvoir changer les choses et d'approcher les choses différemment, de dire: «Oui, bah, jusqu'ici, c'est vrai qu'il y avait ce système-là qui était en place, mais maintenant peut-être qu'on a la possibilité de faire les choses différemment et d'avoir un autre système. On peut mettre un autre système en place. Maintenant, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est compliqué. Il y a plein de parties prenantes dans tout ça». On le voit par exemple, dans le bitcoin où il y a ce qui s'appelle les whales, où c'est des gens des fonds d'investissement ou des personnes qui détiennent énormément de bitcoin et qui font chuter le cours du bitcoin pour ensuite le racheter et cetera et cetera. Donc ça, il y a quand même pas mal de gros problèmes éthiques, mais en soi, c'est de savoir qu'autre chose est possible, en fait et ça, c'est vraiment le message d'espoir, que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes. Voilà, c'est ça. C'est un message, le Bitcoin, c'est un message d'espoir pour les Africains. Où est-ce que tu vois l'avenir du bitcoin et des crypto-monnaies d'ici quelques années? Même si cette question apparaît un peu vaste, je pense qu'aucun d'entre nous peut vraiment savoir l'avenir des crypto-monnaies. Mais dans ton idée, par exemple, si on devait faire un scénario positif et un scénario négatif, par rapport, par exemple, à l'Afrique francophone ou le continent africain, quel serait le scénario positif et quel serait le scénario négatif? Selon moi, je pense que le scénario négatif, c'est le manque d'éducation, qui n'est pas quelque chose qui est encore très, très vulgarisé, et que le manque d'éducation peut poser beaucoup de choses pour, il peut en avoir beaucoup des arnaques, il peut en avoir beaucoup de gens qui vont perdre l'investissement parce que non seulement ils ne maîtrisent pas euh, qu'est-ce que veut dire investissement et deuxièmement, ils ne maîtrisent pas les domaines de la crypto. Donc, ce que moi je vois principalement, c'est manque d'éducation. Et du côté positif, le Bitcoin a un avenir très, très prometteur. Et de plus en plus, je vois que beaucoup de personnes et les entreprises commencent à s'intéresser au sujet du Bitcoin. Et je vois en particulier que euh, il y a déjà des projets en Afrique et ailleurs qui aident déjà l'économie euh, individuelle, communautaire et je pense que petit à petit, ça va arriver par pays. Donc, ça commence par un individu qui a créé peut-être son projet. Par exemple, il y a un projet en Afrique du Sud qui s'appelle Machankura. Machankura te permet de envoyer et recevoir des bitcoins sans Internet. Donc, tu utilises la technologie USSD, donc la technologie SMS. Donc, eux, ils ont des partenariats avec les telcos et pour expliquer, je connais pas en détail comment que ça se passe, mais j'ai eu à tester. En exemple, quand j'étais au Ghana, malheureusement, c'est pas partout en Afrique, mais dans la plupart des pays Afrique anglophone, cette solution existe. Donc, les projets comme ça me donnent me fait penser que non, le Bitcoin, c'est quelque chose qui va vraiment euh, détourner la monnaie traditionnelle, amener une nouvelle façon de regarder les choses et aussi donner l'espoir pour les jeunes africains parce que on ne peut pas vraiment construire une Afrique meilleure sans espoir. On a besoin de cet espoir que loin dans le futur, les choses vont aller. C'est ça qui nous inspire de travailler aujourd'hui et que même si on a les enfants, même si on a la famille et tout, si nous, en tant qu'individus, on n'a pas l'espoir, je pense que rien ne peut pas marcher. Et il n'y a rien qui donne l'espoir à un homme que quelque chose qu'il est sûr d'avoir que quelqu'un d'autre ne peut pas prendre chez lui. Et dans tout ça, j'ai résumé que c'est si j'aime le Bitcoin et que je le garde de façon sécurisée, personne ne peut pas prendre chez moi. Et du coup, j'ai l'espoir que je deviens un, un maillon dans la chaîne du développement, du, de- du développement économique de l'Afrique. Je pense à
une des raisons du succès du mobile money sur le continent africain, c'était vraiment le fait, comme tu disais, qu'on puisse faire, entre guillemets, te voler ton bien. Par exemple, si tu es un marchand, tu as un commerce, stocker tout cet argent, c'est dangereux. Tu es une cible pour les attaques, etc. Et donc, c'était une des raisons, enfin, toutes les raisons évidemment du succès du mobile money. Eh bien, finalement, le Bitcoin, c'est aussi un petit peu pareil, mais ce que je trouve là encore plus intéressant, c'est ce que tu viens de dire sur le fait que maintenant, on explore aussi, enfin, je pense pas que ce soit nouveau, mais on explore aussi ces manières d'échanger du Bitcoin ou des crypto-monnaies offline, de travailler sur la blockchain offline, sans Internet, avec une autre technologie telle que la technologie SMS. Et du coup, là, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment en train de redéfinir la valeur parce que si on fait le comparatif avec le mobile money où les crédits de téléphone étaient la nouvelle valeur, pour les gens, qu'on peut se les échanger, on peut, payer des factures avec et cetera. Et ben, on peut se dire que si on peut utiliser le même concept mais avec des crypto-monnaies, sans Exact. nécessairement avoir accès tout le temps à l'internet, il y a une redéfinition de la valeur. Tu veux en dire plus sur le Ouais, sujet? et ça me ramène à un sujet qui est plus particulier pour moi, qui est aussi un autre caractéristique du Bitcoin, l'inclusion financière. Parce que le système traditionnel qu'on a actuel a des partis pris. Donc, si tu n'es pas telle personne qui a tel prix, ou bien tel historique, un truc comme ça, tu ne peux pas être inclus dans le système financier traditionnel. Mais les bitcoins, il suffit juste d'avoir peut-être un téléphone, connexion Internet, que tu peux déjà faire des transactions. Mais Marchand Courant, après ça, il est allé un peu plus loin et s'est dit que en Afrique, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. C'est vrai que la vulgarisation d'Internet est vraiment dans même les zones rurales en Afrique aujourd'hui. Mais jusqu'ici, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à Internet, surtout les personnes âgées. Comment est-ce que l'Europe peut maintenant servir ce marché? C'est pour ça qu'il a créé cette technologie qui permet à envoyer et recevoir des bitcoins par la technologie USSD. Et moi, je pense que c'est une idée magnifique. Et il y a aussi d'autres projets qui ont été pensés avec l'Afrique. Comme exemple, parce qu'il y a des solutions qui marchent en Occident, mais qui ne peuvent pas marcher en Afrique. Donc, il y a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui utilisent le Bitcoin, créer des solutions qui est faite pour les Africains et qui, en notre contexte, voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui me donne l'espoir, c'est ça qui me dit, qui me donne la conviction que avec le Bitcoin, l'Afrique pourrait vraiment être un continent où beaucoup de personnes seront fiers de l'aide. Ça, j'en ai aucun doute en tout cas. Donc finalement, pour revenir à la question, que je t'avais posée avant, l'aspect positif, ce serait ça, ce serait l'inclusion financière à travers les crypto-monnaies d'ici quelques années, sur le continent africain finalement. Ça, ce serait vraiment l'aspect, super positif, qu'on pourrait voir. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'élément la plus important parce que beaucoup de personnes se demandent beaucoup de questions aujourd'hui sur sur le système traditionnel qui n'est pas vraiment adéquat, qui est quelque chose qui devient de plus en plus obsolète. Donc, il y a toujours des problèmes avec les banques, peut-être en termes de services, en termes de retour d'expérience. Donc, il y a plein de choses et beaucoup de personnes ont commencé à demander beaucoup de questions. J'ai pas mal de personnes qui sont venues vers moi pour apprendre le Bitcoin à cause d'un d'un service avec la banque qui n'a pas marché ou bien qui a souvent des prêts qui ne comptent plus dans ton compte bancaire. Tu ne comprends pas. Donc, il y a autant de choses qui commencent à rendre les gens plus effectifs et qui vont venir vers des personnes qui connaissent un peu deux, trois choses de ces différentes solutions. Et ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils aiment le Bitcoin ou bien la crypto. Ils sont en quête de la solution pour leurs problèmes. Bon, souvent même quand on explique le Bitcoin, ou bien quand on veut
amener quelqu'un à comprendre le Bitcoin, on ne parle pas du Bitcoin. On est sur son problème. Il a un problème avec la banque. Quelle solution qu'on peut proposer à cette personne qui n'aura plus ce problème avec la banque? J'ai des commissions, j'ai eu des personnes connaissant au Cameroun qui achètent des produits en Chine pour venir les vendre en Afrique, bien au Cameroun. Et ils ont souvent du mal à envoyer l'argent d'ici en Chine. Les frais sont exorbitants. Donc, tous tes gains de ton business pas dans les frais d'envoi des l'argent. Donc, le Bitcoin devient maintenant comme une solution. La personne qui envoie de l'argent ne connaît pas et il ne veut même pas savoir ce qui te passe dans la technologie. Il veut seulement savoir que si je vous donne tel montant, est-ce que en Chine, ça pourrait arriver le montant qu'on a envoyé ici? C'est tout. Donc, et c'est très facile d'envoyer l'argent, soit par Bitcoin, soit par USDT de l'autre côté, que la personne reçoit ces marchandises ici. Et ça leur permet de vendre avoir des gains. Donc, pour résumer, en Afrique, on n'est pas trop figé sur comprendre la technologie Bitcoin ou bien le fonctionnement du Bitcoin. On est orienté solution. Donc, c'est pour ça que pour que notre discours soit plus inclusif, il faut qu'on soit orienté solution. Parce que si on est technologie, compréhension de la blockchain et tout, beaucoup de personnes vont s'effrayer et ils vont toujours rester avec les problèmes sans espoir. Donc, ton message à toi, c'est au-delà de l'éducation, c'est central, c'est nécessaire. Mais au-delà de l'éducation, orientons-nous vers des solutions concrètes qui va vraiment pouvoir faire changer les choses. Est-ce que tu voudrais partager un autre message pour les auditeurs concernant le Bitcoin ou les crypto-monnaies, la philosophie? Est-ce qu'il y a un dernier message qui te tient à cœur de partager? Pour un dernier message, ce qui me tient à cœur, c'est mon histoire en particulier. Le Bitcoin a complètement bouleversé chez moi en termes de morale, spiritualité, physiquement et même financièrement. Et je suis un jeune Africain. Je connais les difficultés quotidiennes que la plupart des jeunes Africains traversent chaque jour. Et c'est vrai que les jeunes Africains ne prennent pas le Bitcoin juste comme l'argent, comme quelque chose, comme un outil qui les permet de voir le monde différemment. Parce que le monde, c'est un champ de bataille. Et il nous faut des outils pour pouvoir convaincre, pour pouvoir gagner cette guerre. Et si tu n'as pas la bonne outil, tu ne peux pas affronter l'ennemi. Et l'ennemi, souvent, ce n'est pas peut-être l'Occident. L'ennemi, souvent, c'est nous-mêmes. Donc, il faudrait qu'on se pose des questions de façon réflexive que qu'est-ce que je veux pour moi-même dans 10 5 ans, où ma vie est en train d'aller où dans 10 5 ans. Quelles sont les décisions que je peux prendre aujourd'hui qui va affecter dans 10 5 ans? Et que moi, je pense que si tu ne regardes pas le futur, si tu peut-être vis ta vie de façon chaque jour, je regarde vers le futur, ne construis pas un avenir meilleur, même de façon mentale. Je pense que en arrivant même voir des opportunités et dire que non, ce n'est pas pour moi, alors que peut-être cette opportunité était plus claire. Donc, mon message pour les jeunes africains, c'est de chercher à avoir, ça peut être autre chose que une solution ou bien un outil ou quelque chose qui vont les donner l'espoir construire une Afrique meilleure. Parce que si on n'a pas l'espoir, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire notre travail bien et tout ce qui est négatif qui vient avec. Mais si on est positif, parce il y a pas mal de difficultés en Afrique chaque jour qui peut décourager et qui décourage beaucoup de jeunes Africains. Mais pour regarder de l'autre côté, il faut qu'on se pose la question quelle est l'outil, ou bien quelle est la chose qui va nous permettre, peu importe la difficulté que je suis en train de traverser, et qui va toujours me permettre d'être positif et d'avoir l'espoir pour l'avenir de la vie.
Eh bien, merci pour ce beau message d'espoir. Et j'ai bien aimé le côté aussi éthique et moral et de voir au-delà juste de l'aspect financier, mais de penser les choses un petit peu de manière plus profonde. Je pense que c'est un beau message. Merci à toi d'avoir partagé tes connaissances et puis ta sagesse avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Je voulais te poser une dernière petite question. C'est la question bonus que je pose à mes invités. Donc je sais que tu vis au Cameroun, à Douala, si je ne me trompe pas. Et donc, en général, je demande aux invités est-ce qu'ils peuvent nous faire voyager un petit peu chez eux, là où ils vivent, et nous parler juste en quelques minutes de la culture, de ce qu'on y mange, de ce qu'on peut visiter, enfin, ce que tu as envie de partager. Ouais, moi je pense que c'est une question très, très intéressante. La vie quotidienne à Cameroun, on doit la précisément. Je pense que à la fin de la journée, la plupart des jeunes africains, en quittant peut-être de son lieu de travail ou bien de son activité, s'il n'a pas peut-être goûté une bière ou bien s'il n'a pas mangé quelque chose comme le bonnet, comme le héros. Et d'ailleurs, là, dans le livre, premier chapitre, il y a le dîner de héros là-dedans pour juste décrire la culture africaine camerounaise. Et aussi, on nous appelle le continent parce que les Camerounais ne sont pas vraiment des gens humbles, tu vois, et que on n'a pas, on a pas mal de succès en termes de sport. On a quelques héros comme Étofils, Francis Ngannou qui nous donnent beaucoup de joie et beaucoup d'espoir dans, dans tout le monde entier. Et que ça rend les Camerounais, même si quelqu'un n'a pas ses enfants dans ses bouches, il a toujours la bouche qui sort de façon très abondante, si je peux dire comme ça et tout. Et nous sommes, et de façon géographique, nous sommes classés quelque part en Afrique qui est très stratégique. On est entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et que on est souvent ce qu'on dit l'Afrique est miniature. Et en plus, en soi, ce qui rend les Camerounais très fiers, c'est qu'on est le pays, le seul pays dans le continent et le deuxième pays du monde qui est bilingue. Donc, une nation qui parle français, anglais et tout. Et que la plupart des jeunes Camerounais parlent le français et anglais. C'est quelque chose qui est très rare avec d'autres pays africains. Donc, un Camerounais peut facilement voyager en France et en Angleterre ou bien en Amérique, un truc comme ça, très facile et tout. Donc, c'est un peu, en termes de nourriture, et peut-être la vie, je pense que nous, en Afrique, on se dit qu'on a la meilleure cuisine en Afrique. Donc, on a des trucs comme le poulet, on a le héros, le écoin. Quand on a, je pense que, oui, il y a énormément de nourriture en Afrique. J'ai eu l'opportunité de voyager. J'ai vu dans d'autres pays. C'est vrai que souvent, quelqu'un va dire que non, tu parles parce que tu es Camerounais et tout, mais il y a d'autres étrangers qui viennent ici, ils disent que non, le Cameroun, en termes de gastronomie, là, on est au top. Et on a plein de raisons pour ne pas être heureux. J'ai Voilà. beaucoup entendu parler de la gastronomie camerounaise. Ça, c'est sûr. Pressée de la découvrir, j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de cette gastronomie. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Zonda, pour d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé tes idées. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour l'avenir et grand succès à ton livre. Et j'espère que ce ne sera que le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres à venir aussi. Il y aura peut-être une série de livres, on ne sait jamais. Voilà, eh bien, prends soin de toi et merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélissa. C'était agréable pour moi de partager mon excellence sur ta plateforme et je te souhaite aussi une bonne chance pour la continuation et du travail que tu fais. C'est un travail énorme qui est très, très important dans la communauté où fait parler pour véhiculer le message du Bitcoin et de l'industrie de la technologie en général. Donc, merci beaucoup et chapeau à toi. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.